J'ai le grand plaisir d'accueillir Mentor Show comme sponsor de cet épisode. Mentor Show, c'est une plateforme de cours en ligne dispensée par les meilleurs experts francophones dans de nombreux domaines comme le bien-être, la méditation, la confiance en soi, la cuisine ou le sport. Et parmi ces personnalités, vous retrouverez plusieurs invités que j'ai déjà reçus dans Métamorphose. Lise Bourbeau, Christophe André, Frédéric Lenoir, Boris Cyrulnik et leurs masterclass vous aideront à approfondir vos chemins de conscience. Ce que j'aime chez Mentor Show, c'est la très grande qualité de leurs masterclass et que chaque leçon est pensée pour que même les personnes qui n'ont pas toujours le temps de se former puissent les suivre en 10 minutes par jour et bénéficier du soutien d'une communauté bienveillante pour échanger. Je suis intimement convaincue que la connaissance peut changer le monde et avec Mentor Show, vous pouvez apprendre de façon ludique et progresser pour transformer votre vie avec l'aide des meilleurs mentors. Alors les amis, c'est le moment de vous lancer avec une remise exclusive de moins 20% sur le pass illimité grâce au code Métamorphose20, 20 en chiffres. Alors pour en profiter, rendez-vous sur le site Mentor Show. Alors je vous épelle Mentor, M-E-N-T-O-R, Show, S-H-O-W.com ou cliquez simplement sur le lien qui est situé en commentaire épinglé sous ce podcast. Bienvenue dans la toute nouvelle série Métamorphose sur la pédagogie positive avec Isabelle Paillot. Mon invitée pour cette série en 6 épisodes est psychologue clinicienne du travail et des apprentissages, auteure de nombreux livres best-sellers sur la pédagogie positive, mais aussi dirigeante de la Fabrique à Bonheur. Durant 6 semaines, nous aurons la chance avec Isabelle de réenchanter nos vies, du parcours du petit enfant à l'adulte serein en devenir. Ainsi, nous allons mieux comprendre le lien entre une tête qui pense, un cœur qui ressent et un corps qui met en œuvre. Tout un joyeux et passionnant programme. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Alors aujourd'hui, à travers ce nouvel épisode numéro 4, Isabelle Paillot va nous aider à comprendre le passage de nos émotions corps, tête, cœur, puisque c'est aussi au centre de la pédagogie positive, et comment s'en faire des alliés. J'ai le plaisir de la retrouver aujourd'hui. Bonjour Isabelle. Bonjour Anne. Alors on est toujours bon pied, bon oeil, on disait on adore faire ça en fait, donc on a l'énergie qui voilà, on est comme des chevaux au galop. Hein. Oui, absolument. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Alors, ces histoires d'émotions dont on parle tant, c'est quand même un très très gros sujet entre ceux qui disent on ne gère pas des émotions, on les accueille. Enfin, il y a toute une sémantique à bien adopter autour de cette thématique pour pas froisser les uns et les autres. Alors, peut-être revenir en amont sur finalement qu'est-ce qu'une émotion. Tiens, revenons à la base. Oui, la base. L'émotion, c'est vraiment un mouvement. Oui. Qui nous traverse, qui traverse notre corps. Donc l'émotion, c'est d'abord une sensation. C'est d'abord une sensation dans le corps et qui après va se transformer et on va l'étiqueter en tant qu'émotion. Et c'est quelque chose qui nous aide à rester en vie. Malheureusement, on a étiqueté des émotions comme étant positives ou négatives et il n'y a pas d'émotion positive ou négative. Une émotion dite négative comme la peur par exemple, elle peut être très positive si elle m'aide à me jeter en arrière pour éviter que je me fasse écraser par une voiture par exemple. Donc j'ai eu peur, mon corps réagit, je tombe en arrière, la peur m'a sauvée. En fait, on pourrait voir ça comme un signal presque. C'est un signal du corps qui par rapport à une réaction extérieure, donc une adaptation, et du coup, ça va me donner une alerte. Donc l'émotion, elle m'alerte sur quelque chose. Donc de la même façon, une émotion qui est vraiment jugée très positive comme la joie, eh ben, si je suis excessivement joyeuse et tellement joyeuse que j'en deviens enthousiaste plus, eh bien dans ma joie, je vais peut-être tomber et m'ouvrir la tête sur la table basse, par exemple. Donc il n'y a pas d'émotion positive ou négative, c'est la manière dont les conséquences de cette émotion-là qui vont peut-être être positives ou négatives. Mais une émotion en soi, c'est juste une alerte du corps. Hein. Donc, elle va nous traverser et ça prend quelques secondes et elle ne va pas rester en nous. Si, au contraire, je la travaille et je la rumine ou je la mâche, etc., ça va devenir un sentiment. Et donc, je vais entretenir cette émotion en moi, je vais réactiver de la tristesse ou de la colère ou de la peur ou de la joie, etc. Hein. Oui. Donc, je vais la faire vivre en moi. Mais
logiquement, une émotion, elle nous traverse et elle va partir comme elle est venue. Ouais, j'ai vraiment cette vision quand tu en parles de presque comme une charge électrique. C'est ça. Qui passe comme à travers un fil électrique ou ou une prise ou quelque chose et qui peut s'en aller. Et qui s'en va. Alors, quand tu dis que ça se transforme en sentiment, c'est-à-dire quand tu parles de sentiment, pour que tu nous le définisses aussi, c'est intéressant, je trouve vraiment. Par exemple, je vais ressentir une émotion de tristesse à l'annonce d'une nouvelle terrible. D'accord. Donc, la tristesse qui arrive, c'est l'émotion de cette nouvelle qui s'installe dans mon corps. Et puis, cette tristesse, elle va me traverser. En revanche, si ensuite je repense peut-être à la perte de quelqu'un, etc., je vais entretenir l'émotion de départ et ça se transforme en un sentiment, de quelque chose que je sens à l'intérieur de moi et que je fais revivre. Donc ce sentiment-là, il va continuer à vivre. L'émotion de départ, la tristesse, elle a disparu. Mais là, je vais la réactiver et la travailler. C'est en ça qu'on dit qu'il y a une différence entre sensation, émotion et sentiment. La sensation, c'est mon corps qui capte quelque chose. L'émotion, c'est ce qui me traverse d'un seul coup. Et le sentiment, c'est ma cuisine avec ce que j'ai ressenti avant. Ouais, c'est ça. Comment je vais l'intégrer, la malaxer. Oui. Et puis, ça aura à voir aussi peut-être... On peut l'imaginer avec le passé. Oui, bien sûr. Oui. Qu'est-ce que ça va venir réactiver ? Oui. Qu'est-ce que ça réactive en moi ? À quoi je rattache ça ? Ça va réactiver des épisodes que j'ai déjà vécus. Donc, c'est peut-être des traumas, peut-être des expériences, des épreuves. Et donc, ça réveille, si ça n'a pas été travaillé, ça réveille ces petits traumas. Quand on les a travaillés, notamment, moi j'aime beaucoup cette technique à laquelle j'ai été formée, qui est la technique de l'EFT, technique de libération émotionnelle. On va désancrer l'émotion de l'histoire qui nous arrive. Donc, en fait, après, on pourra raconter l'histoire, mais l'émotion qui s'était inscrite dans notre corps, elle ne va plus être attachée, elle ne va pas se réactiver à chaque fois. C'est comme si on la désengrammait ou on enlevait une forme de programmation. Absolument. Absolument. Alors c'est vrai que dans la pédagogie positive, vous parlez beaucoup des émotions au niveau de la tête, du cœur et du corps. Autant on voit bien ce que ça fait au niveau de la tête et du mental, parce qu'on a tous ce petit vélo dans la tête. Autant au niveau du corps, et puis si vous avez écouté cet épisode numéro 1, on voit bien. Autant parfois au niveau du cœur, c'est plus difficile en fait de le situer à cet endroit-là. Ou alors je parle pour moi. En fait, de sentir. De sentir. La difficulté avec l'émotion, c'est d'abord, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est que les émotions, on en parle de plus en plus, on a l'impression que c'est très accepté, mais en fait, pas tant que ça. Dans une certaine mesure. Ouais, je suis d'accord. Donc, c'est de dire, bon, ok, t'es triste, tu viens de perdre, je sais pas quoi, ton grand-père, t'es triste, mais il faut quand même pas que ça dure trop longtemps. Ok, t'es en colère, mais voilà. Genre, vas-y, gère tes émotions, quoi. Apprends à gérer. Or, ça se gère pas, ça s'apprivoise, on les accueille. L'émotion, elle arrive en nous. On ne peut pas la licencier comme ça. Moi, j'aime beaucoup ce que dit Ilios Kotsou sur la peur. Quand il dit ma peur et moi, il avait peur de nager, peur de se noyer. Donc, il dit ma peur et moi, on est allé se tremper les pieds dans l'eau, et puis on est sorti, et puis le lendemain, ma peur et moi, on est allé un peu plus loin. J'aime beaucoup l'idée quand il dit qu'on prend l'émotion sous le bras et on va faire avec. Oui. On n'essaie pas de l'éradiquer, on ne va pas la contenir puisqu'elle est plus forte que nous. C'est vraiment un mouvement du corps. Donc, c'est apprendre à faire avec. Et quand on entend des phrases du genre « calme ta joie », calme ta joie, ou bien tu vas pas avoir peur de ça, vraiment, c'est n'importe quoi. Bon, là, on parle à la raison. Or, nos émotions, elles sont plus fortes que notre raisonnement logique. Nos émotions, elles se situent dans le cerveau limbique. Donc, à ce moment-là, quand le cerveau limbique prend le dessus, eh bien, ça coupe le cortex, et heureusement, et ça nous permet de
comme je le disais, de nous sauver la vie. Si je croisais dans Paris un tigre du Bengale, je serais pas en train de me demander, tiens, c'est étonnant, cet animal magnifique qui se balade à Paris. Je penserais à... Tiens, c'est un hologramme. Là, je prendrais mes jambes à mon cou et je me sauverais à toute allure parce que la panique se serait emparée de moi pour me sauver la vie. Donc, on ne peut pas les gérer, on doit se laisser faire, se laisser porter par l'émotion, l'accueillir et l'accepter, et puis elle va nous traverser aussi vite qu'elle est venue. Donc c'est vraiment... il faut déjà comprendre ça. Donc quand les parents viennent et me disent « ça serait bien qu'ils gèrent ses émotions », alors que, par exemple, l'enfant a 5 ans, 6 ans, je dis « écoutez, comment faites-vous avec vos propres émotions ?» Très souvent, je demande. Et il y a une maturation du cerveau qui n'est pas là et qu'on ne peut pas demander. L'autorégulation émotionnelle, ça arrive vers 25 ans. Donc, et encore, parfois, pas toujours. Donc, il y a vraiment à dire une émotion n'est qu'une émotion. C'est pas bien ou pas bien, c'est présent. Plus on les accueille, plus on les apprivoise, plus on reconnaît, on va dire, par exemple, à un enfant, je vois que cette situation te fait peur, plus ça va permettre de se décharger facilement. Donc, pas faire comme si on les voyait pas. Il y a la reconnaissance, en fait. Oui, exactement. Et par rapport au cœur, du coup, comment ressentir ça dans le cœur ? En fait, l'émotion, elle se sent dans le corps. Elle va prendre ça va être différent pour chacun. Certains vont sentir de la tristesse comme un poids qui pèse sur leur poitrine. D'autres vont sentir la tristesse comme une lourdeur dans leur corps. D'autres vont sentir la peur avec un nœud au ventre ou bien une boule dans la gorge. Il faut toujours attacher notre sensation corporelle à l'émotion. D'abord, on fait attention à la sensation corporelle et ensuite, on va se dire « Ah oui, c'est ça que je ressens. C'est cette émotion-là. » Donc, il va falloir apprendre, et c'est pas facile, à avoir un vocabulaire émotionnel varié. Donc, on a les 5 émotions de base pour tous ceux qui ont vu le film Vice Versa, qui était vraiment le meilleur film sur la question. C'était un Pixar, je crois, non ? Oui, c'était un Pixar, donc avec la joie, la peur, la colère, la tristesse et le dégoût. Donc, vraiment, c'est ce qui se déclenche sans que l'émotion, elle se déclenche sans qu'on puisse le penser. C'est vraiment, c'est malgré nous, au-delà de nous. Donc, c'est ces 5 émotions de base. Et ces 5 émotions de base, elles vont se jouer sur une échelle. Donc, de dire, on est content, c'est un peu sur une échelle de 0 à 10, on va être à 2 de la joie, et puis très enthousiaste ou super excité, joyeusement, ça va être le niveau 10. Donc voilà, furieux, c'est un niveau très haut de la colère. Donc il va falloir déplacer le curseur comme ça et réussir à mettre des nuances. Si je me sens, c'est une palette, quoi. Voilà, si je me sens irritable, irritée, agacée, inquiet, triste, déçu, voilà. Donc c'est tous ces mots-là qu'on va devoir apprendre pour réussir à décrire au plus près la sensation qu'on va avoir dans le corps. Ce qui est assez nouveau, tiens, chez moi, puisque tu dis ça, c'est que maintenant je me surprends à penser de manière automatique et pas en version de vigilance. Tiens, il faut que j'y pense, à me dire là, ce que je ressens, c'est je ressens de l'agacement. Ou tiens, là, je me sens contrariée. Pourquoi ? Alors qu'avant, évidemment que je ressentais la contrariété, mais il n'y avait pas ce 1-1, ce petit, tu vois, tiens, je me mets dans le corps, je le ressens, et qui vient vraiment spontanément en termes d'intégration. Et je suis assez contente de ça parce que je n'ai pas cherché forcément à le forcer, mais à force d'entendre, il y a une forme d'automatisme qui s'est intégrée. C'est vraiment une gymnastique qui, de la même façon qu'on apprend du vocabulaire pour pouvoir parler avec tout le monde, et une grammaire. Il va y avoir une grammaire émotionnelle, un vocabulaire émotionnel, et plus on est attentif à ça, plus on est relié tête, cœur, corps, justement, donc de dire qu'est-ce que sent mon corps, qu'est-ce que ma tête me dit que c'est, et comment au niveau du cœur je peux l'interpréter, plus ça va se déclencher, et ça va te permettre, si tu dis tiens, là je ressens de l'agacement, tu le prends en compte, et ton agacement va disparaître plus vite que si tu le faisais comme si tu ne le voyais pas. Donc c'est très important de pouvoir accueillir ça comme étant une part de nous
on a été beaucoup dans la partie rationnelle, le raisonnement logique, on laisse les émotions au vestiaire, etc. On voit maintenant qu'on est autorisé à avoir des émotions. Je repense à cette intervention de Barack Obama après une tuerie dans une école, là où il parle et on voit qu'il se met à pleurer, qu'il est envahi par son émotion. Et je trouve ça bien de se dire, voilà, c'est un homme, parce que souvent on dénie le fait de pouvoir ressentir des émotions aux hommes. C'est un homme, il s'autorise à pleurer, il est touché, il est envahi par son émotion, et c'est OK. On n'en fait pas, et tout d'un coup, il n'est pas faible parce qu'il ressent de la tristesse. Donc, ça commence à s'installer, c'est quand même intéressant de voir que c'est de mieux en mieux accueilli, qu'on va le prendre en compte à l'école aussi, puisque ces émotions-là, elles vont parfois nous bloquer dans l'apprentissage, ou bien nous paralyser complètement, ou bien nous faire n'importe quoi. Donc, on les prend beaucoup plus en compte. On peut mettre en place, moi j'aime beaucoup ce petit exercice de la météo émotionnelle, de dire, tiens, je vais faire un scan corporel, comment je me sens aujourd'hui, c'est quoi l'étiquette, de savoir qu'on peut ressentir... Il y a beaucoup d'enseignants qui le font de plus en plus. De plus en plus d'enseignants qui l'utilisent. Au travail aussi d'ailleurs. Et au travail, avec quoi pareil. J'arrive ce matin. Avec quoi j'arrive ce matin, et de pouvoir le dire et d'être accueilli sans avoir à expliquer pourquoi. Oui. Et puis de savoir que je peux arriver avec de la tristesse et l'heure d'après ressentir de la joie. On n'est pas triste pour 24 heures. On se laisse traverser par différentes émotions. Donc on peut faire comme ça un point en disant quelle émotion j'ai contactée aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai eu dans ma journée, et de l'accueillir sereinement, d'en faire quelque chose qui soit serein, et de savoir que c'est quand même quelque chose de central. Donc au travail, c'est central. On ne va pas faire comme si on n'était pas agacé par le collègue qui nous a pas rendu le dossier X ou Y. Donc on doit faire avec, et plus on va pouvoir mettre ces émotions en mots, on va pouvoir les formuler, moins elles vont se transformer en comportements qui par moments peuvent être inadaptés quand même. Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui ont quand même plus de fluctuations émotionnelles, tu en vois on a le sentiment autour de soi qu'on voit des personnes qui sont soit un peu dans le psychodrame émotionnel. On pourrait, avec le calque, par exemple, de l'énéagramme aussi, déterminer des décans de base et des énéatypes. Mais de dire, voilà, il y a vraiment ce côté drama queen qui peut se mettre un petit peu, entre guillemets, en œuvre, tout le temps au bord de ses émotions, je ressens tout est dans le corps. Et puis, à l'inverse, tu parlais des émotions au vestiaire, des personnes qui disent « mais c'est quoi une émotion, quoi ?» Qui savent même pas qu'ils peuvent ressentir ou qui n'ont pas la conscience qu'ils ressentent des choses. Les deux, en fait, c'est les deux extrêmes d'un même fil, en fait. Dans un cas, celui qui ne ressentira rien va se couper de son corps parce qu'il a eu peur que les émotions le débordent, et il va s'installer dans quelque chose de très rationnel, de très distancié. Je ne veux pas ressentir parce que j'ai peur de perdre le contrôle. Donc c'est difficile de descendre, mais c'est un apprentissage qui peut se faire. De perdre le contrôle du corps, c'est-à-dire qu'ils se mettent à faire n'importe quoi à mon insu. Perdre le contrôle du corps, mais surtout émotionnellement de partir en cacahuète. C'est ça, partir en sucette, en vrille. Partir en vrille, tout d'un coup, je m'effondre en larmes, ou je me mets à hurler, etc. Donc, il y en a qui ont très peur de ça. C'est aussi lié à notre histoire. Quelle enfance on a eue, comment on a été autorisé à exprimer nos émotions ou pas, quelle émotion on a vue mise en scène autour de nous. Donc, on se construit aussi avec ça. De l'autre côté, ceux qui sont dans une émotion exacerbée, dans une hyper-émotivité, ils n'arrivent pas non plus à accueillir l'émotion à sa juste valeur. Ils vont se laisser déborder par elle plutôt que de, pareil, redescendre dans le corps, la voir arriver. C'est quoi quels sont les petits signaux? Moi, je repense à une jeune fille que j'avais eue dans mon cabinet, qui avait 12 ans. Et le collège l'envoyait parce que elle tapait les autres. Alors en plus, une fille qui tape, c'était encore moins autorisé qu'un garçon. 12 ans, c'est un peu plus grand, on le voit peut-être plus chez des plus petits. Voilà. Donc, et je lui dis, mais quand tu sens à un moment tu te mets à taper, donc tu es très certainement en colère. C'est quoi les petits signaux avant ?
aucun, me dit-elle. Donc, comme si elle passait de « je suis calme » à le monstre de Tasmanie qui se met à distribuer des coups. Et donc, je lui dis, mais ça, c'est pas possible, en fait. Il y a des petits signaux que, pour le moment, tu ne peux pas entendre. Et donc, il y avait son papa avec elle. Je lui dis, tu vois, on sent des petites choses. L'agacement, ça peut-être... tu as des petites fourmis ou ça te chauffe. Et le père dit, ah oui, moi, j'ai plein de petits picotements sur le visage, dit-il. Quand je commence à sentir la colère qui arrive, j'ai plein de picotements sur le visage et tout d'un coup, je sens mon crâne qui chauffe. Ouais. Et elle s'est tournée vers son père en disant, c'est exactement ça. Wow. Donc, tout d'un coup, elle a compris ce que je voulais dire. Et je lui dis, tu vois, avant ça, tu sens qu'il y a des tout petits picotements, et ça déjà c'est le signal que tu dois aller respirer, qu'il faut que tu t'écartes des autres parce que sinon ça va monter et tu pourras plus contrôler. Donc c'est vraiment apprendre à relier. Enfin là, tu pourras plus contrôler la réaction. L'idée c'est pas de contrôler l'émotion qui vient. De contrôler le comportement, ça, de contrôler le comportement excessif et le fait que à ce moment-là, elle aura envie de taper. Oui. Donc, mais c'est vraiment d'accueillir ça, les petits signaux, pour en faire quelque chose. Donc, dans un cas comme dans l'autre, trop de débordements, on se laisse emporter et on n'a pas vu les petits signaux précurseurs qui nous amenaient à pleurer ou à hurler, ou je sais pas, bref, à avoir une émotion qui est très débordante, envahissante, ou une joie excessive, sauter partout. Et de l'autre côté, l'autre personne qui aura coupé. Dans les deux cas, on est toujours lié au corps. C'est le corps qui est notre antenne. Et donc, ceux qui sont juste au milieu et qui arrivent à accueillir ça, ils vont sentir et pouvoir étiqueter assez rapidement. En disant, tiens, là... ça vibre à l'intérieur, je sens de l'agacement. Oui. Hop, bing, étiquette. J'ai accueilli l'émotion, je l'ai repérée. Ok, qu'est-ce que je fais de ça maintenant ? Je vais peut-être respirer, je vais peut-être aller faire un petit tour, etc. Donc, c'est vraiment sentir, étiqueter et après, prendre en considération, apprivoiser cette émotion-là. Pour toi, alors j'avais deux questions qui me venaient. La première, c'était sur cette idée de dire stop, comme avec la petite fille. Là, quand tu sens que ça vient, et à un moment donné, évidemment, il va falloir l'accueillir, l'émotion, et la ressentir. Mais il y a peut-être un moment où on dit stop pour voir en fait ce qui se passe. C'est ça. Oui, c'est la question, c'est ce qu'on appelle l'autorégulation émotionnelle. Oui. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un à l'extérieur qui va me dire ce que je dois faire de mon émotion. C'est moi qui vais sentir... qu'est-ce que je veux en faire ? Si je la bloque, elle va revenir très fort. Parce que si je ne la prends pas en compte, elle va revenir comme un tsunami. Si je la laisse me déborder, c'est déjà trop. Donc, j'accueille mes sensations d'abord et je vais me dire, je mets sur pause un instant. Je décris ce qui se passe. Comme je disais, est-ce que ça se noue dans ma gorge ? Ça fait comment ? Est-ce que il y a une petite fille qui me disait la dernière fois, ça se noue dans ma gorge et je dis comme quoi ? Comme un petit ruban. Elle dit non, c'est comme les petites ficelles de paille. C'est mignon. Donc c'est d'aller chercher le détail. Est-ce que la boule dans ma gorge, elle est métallique ? Est-ce que c'est comme une boule en caoutchouc ? Donc c'est vraiment d'aller dans de la symbolique. Plus je suis dans la symbolique, plus je vais donner de la matière, de la consistance à mon ressenti, plus je me rapproche de ça, de mon ressenti, et j'accueille l'émotion. Et c'est ce travail-là qui me permet de laisser passer et surtout d'accueillir le fait que mon corps est une super antenne qui me donne des informations et qui me permet de me sentir vivant. Une émotion, c'est aussi se sentir vivant, de ressentir des émotions. Donc, de pouvoir s'auto-réguler en disant, tiens, j'accueille ça, et après peut-être même de pouvoir affirmer quelque chose en disant, là, je sens que c'est trop pour moi. Je me sens agacée et je vais vous prier de m'excuser, mais je vais aller faire un petit tour pour respirer. Oui. Donc, d'être accueilli avec son émotion. C'est vrai que ce qui n'est pas toujours évident, c'est qu'on passe de cet être enfantin, très émotionnel, qui exprime sans filtre, le petit, sauf s'il a été déjà formaté ou très cadré dans des environnements violents, etc. Mais en théorie, je dirais dans un environnement plus classique,
à cet adulte à qui on a demandé quand même de contrôler ses émotions et qui ne sait plus en fait comment bien de trouver cette espèce de juste milieu entre ni trop ni pas assez, etc. C'est pas facile, hein. Non, c'est très difficile de revenir à quelque chose qui soit harmonieux entre la tête, le cœur, le corps. On a beaucoup valorisé la tête, on valorise beaucoup tout ce qui est intellectuel ou bien uniquement manuel, etc. Mais nos émotions, je le redis, elles nous rendent vivants. Donc, on doit pouvoir les sentir, on doit pouvoir les accueillir et sans penser que c'est une faiblesse ou que c'est une force aussi. Parfois, on va valoriser des gens qui sont très colériques parce qu'on a l'impression qu'ils se laissent pas faire et qu'ils s'affirment. Oui, ils ont du tempérament, quoi. Ils ont du tempérament, mais non, ils ont pas. C'est pas une question de tempérament. Ça, on peut s'affirmer sans être en colère. Donc, c'est vraiment d'accueillir l'émotion à sa juste valeur et de voir ce qui est bon pour soi. Comment je me sens bien avec. Et en même temps, parfois, même si le ressort de l'expression de la colère ou du moteur n'est pas forcément le bon, parce qu'effectivement, il vient d'une blessure ou de quelque chose, il peut quand même donner du fruit positif pour le monde. Oui, bien sûr. Alors, être en colère, ça donne... On peut utiliser la colère dans sa version effectivement positive pour avoir une belle énergie de l'action. La colère, c'est une belle énergie de l'action. Donc, il faut vraiment aller... Sur un militantisme, par exemple, qui est dans une forme de radicalité, mais assez positive et pas extrémiste. Par exemple, mais aussi, on se dit, non, là, c'est pas juste, on n'a pas eu ce marché-là, mais on n'a pas réussi cet appel d'offres, et on va mettre les bouchées doubles, on y va. Il y a une forme de colère et de révolte qui va permettre de transformer ça et de proposer quelque chose de mieux. Dans tous les cas, c'est vraiment... la conséquence, qu'est-ce qu'on va faire de cette émotion-là ? Et cette conséquence-là, elle sera ou positive ou négative, mais l'émotion en elle-même, elle est juste neutre, quoi. Elle est là. Et donc, on revient à un épisode dont on en a déjà parlé. C'est vraiment aussi ce mythe de l'élève normal, sage, etc. Oui. Attention à des enfants qui n'expriment soit pas grand-chose. Il y a peut-être anguille sous roche, garder un œil là-dessus. Et qu'on veut faire absolument rentrer dans un moule. Ah, il est sage, il travaille bien, etc. Oui, la difficulté, elle est là parce que cet enfant, cet élève normal, il n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est un mythe total. Or, très tôt, au CP, on va immobiliser le corps. On va demander d'être attentif, de ne pas bouger et de faire ce qui est demandé. Mais notre corps, il est en mouvement. Notre ressenti intérieur, nos émotions, elles sont en mouvement aussi. Donc, ça veut dire qu'il y aura toujours ceux qui vont réussir à faire ça. Ils vont réussir à se normaliser, à compenser. Mais ils vont se couper de quelque chose. Donc les émotions, il va toujours falloir les accueillir en classe, et comme on disait tout à l'heure en classe ou en entreprise, de dire hop, au départ on fait une météo émotionnelle. Voilà comment on est face à un exercice ou à une nouvelle leçon. Il y en a qui vont peut-être être très enthousiastes et très excités à l'idée d'apprendre quelque chose de nouveau, et d'autres vont avoir peur, ils vont être paralysés, d'autres vont pas être contents parce qu'ils comprennent pas tout de suite. Donc qu'est-ce qu'on fait de ces émotions-là qui s'expriment ? Donc, il faut bien les accueillir pour ensuite décider de les, peut-être symboliquement, de dire on va les mettre dans une petite boîte invisible qu'on récupérera après, pour laisser de la place pour que notre cerveau rationnel puisse commencer à réfléchir. Bien sûr. On accueille d'abord l'émotion, on la met de côté et après on fait de la place. Si on les accueille pas, ça va venir nous parasiter. Donc, plus on donne de la place aux émotions, plus elles s'expriment à leur juste valeur, ni trop peu, et du coup, on est pleinement dans agir, que ce soit au travail ou à l'école. D'ailleurs, c'est là qu'on voit à quel point, quand on est soit parent responsable, soit éducateur responsable, soit boss ou leader responsable, à quel point ce travail sur ses propres émotions est important, parce que comment je peux accueillir, comprendre, gérer celle d'un individu ou d'un groupe, parce qu'on parle d'un individu, mais quand on parle d'une classe avec 30 élèves, il y en a de l'émotion là, qui se joue dans une classe. Pour pouvoir être dans cette finesse-là. C'est pas évident, très peu de gens sont encore formés à ça. C'est très difficile parce qu'on va entendre des gens qui vont dire, des parents ou des enseignants, qui vont dire « je suis fatigué ».
Mais fatigué, c'est pas une émotion. Derrière fatigué va se cacher, je me sens impuissant, je suis agacée, ou je suis en colère, ou je me sens découragée, etc. Oui, ou Donc, je les supporte plus, quoi. Ou je les supporte plus. Ouais. Et on doit être OK avec ça, de se dire que peut-être il y a un moment où on les supporte plus. Donc, on va mettre des étiquettes de « je suis fatiguée », etc. Bon, bref, ou les ados disent « j'ai le seum ». Eux, ils ont le seum tout le temps. Et moi, souvent, je dis « mais c'est le seum triste ou le seum en colère ?» J'ai le seum, donc je vais aller chiller un petit coup. Voilà, c'est ça. J'ai le seum, je chill. Donc, bref, on réduit notre vocabulaire émotionnel et on ne va pas directement contacter l'émotion qui est en train d'essayer de nous dire quelque chose. Donc, plus on réussira à être fin là-dessus, à aller chercher ça, à s'autoriser, mais c'est aussi, là, actuellement, je relis mon livre préféré d'Harold Searles, qui s'appelle « Le contre-transfert », même en tant que thérapeute, de dire qu'est-ce que ce patient, qu'est-ce qu'il réveille comme émotion chez moi ? Oui, parce que pour expliquer ce que c'est peut-être rapidement un transfert, on arrive à la fin de l'épisode, parce qu'on doit rester dans ce format court, mais un transfert, c'est vraiment ce qui se passe en thérapie avec le psy. Il y a une projection. La projection du patient sur le thérapeute, et le contre-transfert, c'est la projection du thérapeute sur son patient, qui doit rester simple et fluide. Mais parfois, c'est intéressant, en tant que thérapeute, de se dire « Tiens, c'est drôle, cette personne me parle et je ressens comme une lassitude qui s'installe, comme une tristesse profonde qui m'envahit. Pourquoi ? Qu'est-ce que chez lui, ce qui arrive au patient vient réveiller chez moi, etc. » Donc, c'est intéressant d'utiliser son corps. On n'utilise pas que notre tête dans le travail. Là, je parle du travail thérapeutique, mais c'est vrai pour tout. Donc, ces émotions-là, ce sont des signaux qui nous donnent des indications. Et on ne peut pas ne rien en faire. Donc, vraiment, c'est pour ça que cet axe tête-cœur-corps, il est important, parce que les trois ensemble, c'est vraiment... super puissant, quoi. C'est de la dynamite. C'est sûr, c'est de la dynamite. Comme disent les Suisses. Comme disent les Suisses, Volmaltine, c'est de la dynamite. Oui. Je riais beaucoup avec ça, mais effectivement, c'est très sympa. Alors, pour finir sur les émotions, c'est vrai que je pensais à cette jeune enseignante que je connais bien, toute jeune, et qui a dans sa classe cette toute petite 4-5 ans qui est complètement débordée par ses émotions, un peu comme la petite fille de 12 ans là, dont tu parlais tout à l'heure, sauf que là elle est plus jeune, qui tape, qui mord, qui crie dans la classe, et cette jeune enseignante, elle a été un peu dépassée au début, parce que déjà dans son cursus on lui a pas vraiment appris forcément à accueillir tout ça, l'émotion de l'autre, et puis cette notion des émotions. Tu as l'impression que ça passe dans le système enseignant de nos jours ? Ça commence à passer, c'est-à-dire qu'on va peut-être dire à cette petite fille, je vois bien qu'il y a un moment où tu as du mal à supporter. Peut-être que cette petite fille a du mal à supporter les interactions, peut-être qu'elle est hyper esthésique, donc le bruit est très difficile pour elle, donc on peut lui mettre un casque anti-bruit, etc. On peut trouver le pourquoi ça se déclenche de cette façon-là. De vraiment de trouver que, j'en parlais encore hier, d'une petite fille qui souriait pas du tout dans la classe, donc ma co-autrice me disait ça, une petite fille qui souriait pas dans la classe, et elle a compris, elle lui a dit « Je vois bien que c'est dur pour toi tout ce bruit ». Et il y a eu les chaises qui tombent, les bruits comme ça. Et donc, maintenant, elle est autorisée à venir avec un casque anti-bruit parce qu'elle est très sensible. Donc, ça joue sur... il y avait comme une forme de tristesse. Et maintenant, elle ressourit à nouveau. Donc, c'est assez joli. Donc, il y a vraiment prendre en compte des émotions qui s'expriment de façon assez forte comme ça. Il y a toujours une raison. Et c'est vrai que les enseignants, malheureusement, on leur apprend pas directement à décrypter ça. Heureusement, il y a plein d'autres ressources, notamment sur Internet, autour de ces questions-là, pour ceux que ça intéresse, et de trouver des solutions, parce que nos émotions, c'est toujours, comme je disais, le signal, c'est l'alerte, il se passe quelque chose. Donc, après, il faut que l'enseignant ait aussi le soutien, soit des pédagogues qui l'entourent, donc la direction de l'école, et puis les parents aussi. C'est vrai que parfois, certains parents sont aussi dans le déni. Non, c'est à vous de cadrer l'enfant, en fait. Oui, tout va bien, mais on n'est pas dans un cadrage. Là, quand on est submergé par des émotions, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui est difficile à appréhender.
Alors, je le redis pour celles et ceux qui nous écoutent, si vous êtes intéressé par la pédagogie positive, alors Isabelle, à titre personnel, ne prend plus de nouveaux patients, mais par contre, il y a énormément de personnes qui ont été formées. Tu disais que c'est plus de 600 personnes en France aujourd'hui. On a formé plus de 600 personnes en France, en Belgique, en Suisse, en Luxembourg, même au Canada ou en Guadeloupe, de praticiens en psychopédagogie positive qui sont vraiment des praticiens qui accompagnent des enfants, des ados ou même des adultes à harmoniser cet axe tête-cœur-corps quand ça coince dans l'apprentissage ou dans le travail, et donc qui vraiment réussissent à savoir où est l'entrée. Est-ce que j'ai besoin de méthodologie ? Est-ce que c'est plus, on va aller déverrouiller du côté des émotions pour après pouvoir faire de la méthodologie ? Est-ce que c'est le corps qui est pas... Donc voilà, l'axe tête-cœur-corps, il est très pris en compte, et donc ils aident vraiment à dépasser la difficulté d'apprentissage ou de travail ponctuel, qui peut être une difficulté méthodologique, mais une difficulté émotionnelle ou comportementale. Et donc, voilà, avec une approche qui est une approche, bien sûr, douce et bienveillante. Nous, c'est notre postulat. On n'est pas dans la culpabilisation, bien loin de là. Au contraire, de ramener de la joie, de ramener de dédramatiser des situations qui peuvent se déverrouiller très facilement. Oui, et là on retrouve évidemment, et on le dit à chaque fois en conclusion, toutes les ressources sur le site de la Fabrique à Bonheur pour retrouver des bons psychopraticiens. Merci Isabelle, on se retrouve la semaine prochaine. Merci Anne, à bientôt. À bientôt. Merci infiniment du fond du cœur Isabelle Paillot pour tous ces apprentissages qui nous aident à être des adultes en lien tête, cœur, corps grâce à la pédagogie positive. On peut te retrouver sur ton site internet lafabriqueabonheur.com où tu proposes des ateliers, formations et conférences ainsi que tous tes livres comme le best-of Apprendre autrement avec la pédagogie positive aux éditions Erol. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Deezer et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.